Le blob n'est pas un extraterrestre, le blob n'est pas un champignon, le blob n'est pas une plante, le blob n'est pas un animal. Pour comprendre ce qu'est le blob, il va falloir faire un tout petit peu de biologie ce soir. Et donc on va remonter dans le temps. La vie apparaît sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, sous la forme de bactéries, des cellules extrêmement simples. Donc c'est des organismes composés d'une seule cellule, vous voyez, avec une petite membrane qui renferme l'ADN. Rien de compliqué, c'est extrêmement petit, ça fait 0,1 micron. Donc ça, c'est la vie sur Terre. Et la vie va rester comme ça sur Terre pendant 2 milliards d'années. 2 milliards d'années plus tard, apparaît une cellule un petit peu plus compliquée. C'est aussi des organismes unicellulaires. C'est ce qu'on appelle la cellule eucaryote. Cette fois, on a tout un mécanisme à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué que la bactérie, et ça fait surtout 100 fois la taille d'une bactérie. Là, cette fois, l'ADN est enfermé dans un noyau. Il est bien protégé. C'est le règne des eucaryotes qui s'ouvre à nous il y a 2 milliards d'années. Et là va naître une biodiversité incroyable à partir de ces eucaryotes. Alors, je vais vous présenter l'arbre des eucaryotes, un peu simplifié. Pas si simplifié que ça. Vous n'avez pas dû le voir comme ça à l'école. À l'école, on vous dit souvent, il y a le règne des plantes, il y a le règne des champignons et il y a des animaux. On vous a menti parce qu'il y a plein d'autres choses. Et la plupart, c'est unicellulaire. Donc, vous avez donc ici les plantes, ici plein d'organismes unicellulaires dont on ne vous parle jamais. Et ici, pour un petit peu de modestie, voici ici cette petite branche qui représente tous les animaux. Donc, voici où on est dans cette carte des eucaryotes. Et si on remonte dans le temps, en remontant dans l'arbre, notre premier ancêtre commun, le champignon. Et oui, notre cousin, c'est le champignon. Et on remonte encore dans le temps, et là, on trouve le blob. Quand je vais vous montrer, en fait, les capacités du blob, vous allez trouver ça dommage que vous êtes cousin avec des champignons. Parce que je ne crois pas que des champignons soient aussi bons que les blobs. Donc, on va faire une petite carte d'identité pour que vous compreniez mieux qu'en biologie, on classe tout. Donc, on va revenir à notre classification à nous. Donc, nous, on fait partie donc, des eucaryotes. Et on fait partie d'un règne qui s'appelle les animaux. Les animaux, les tout premiers, c'était des éponges. Dans les animaux, vous allez trouver tout un tas de choses, des insectes, des batraciens, des oiseaux, des mammifères. On fait partie, en effet, au sein des animaux, de la classe des mammifères. Dans les mammifères, vous allez avoir plus de 5500 espèces. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais sachez qu'il y a plus de 2 millions d'espèces d'insectes. Donc, les mammifères, ce n'est pas une très, très grosse classe. Mais on voit une biodiversité incroyable. Vous avez des tout petits rongeurs jusqu'à des grosses baleines bleues, des lions, des rhinocéros. Et donc, nous, dans cette classe des mammifères, on a un nom d'espèce que vous connaissez sûrement, qui est Homo sapiens sapiens. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux Homo sapiens sapiens. Je crois qu'ils sont connus à Rennes un petit peu. Donc, voici deux spécimens d'Homo sapiens sapiens. Donc, c'est notre nom d'espèce. Alors, regardons maintenant la carte d'identité du blob. Le blob, il fait partie d'un règne qu'on appelle les amébozoaires. Alors, vous avez peut-être jamais entendu parler. Alors, peut-être, il y en a un que vous connaissez un petit peu, c'est l'amibe. L'amibe, vous l'attrapez souvent quand vous partez en vacances et vous n'êtes pas super content de l'avoir attrapé. Donc, c'est ce petit organisme qui se déplace comme ça, qui est unicellulaire. Et dans ces amébozoaires, vous avez une classe qui s'appelle les myxomycètes. Donc, un petit peu compliqué, c'est pour ça que j'ai appelé ça les blobs. Et dans les blobs, vous avez plus de 1000 espèces différentes. Donc ici, vous en avez, vous voyez, qui sont circulaires et roses, d'autres qui sont très filandreux, qui ressemblent à des champignons un peu blancs, d'autres qui ressemblent à des petits spaghettis, et d'autres à des éponges. Donc ici, c'est comme si vous compariez un homme et une vache. Hein. C'est des espèces de myxomycètes, comme nous sommes, des espèces de mammifères. Et donc, le nom d'espèce de mon blob, celui que j'étudie, c'est donc Physarobe polycéphalo. Donc les blobs, si on regarde dans le temps, ils sont beaucoup plus vieux que nous. Donc les blobs, en fait, ils apparaissent sur Terre il y a 1 milliard d'années. Les champignons, beaucoup plus jeunes, 800 millions d'années. Les animaux, les premiers animaux, les éponges, c'est 500 millions d'années. Bon, vous avez les dinosaures, on les représente toujours hein, sur une frise chronologique, il faut un dinosaure. Donc voici les dinosaures, 250 millions d'années. Et les premiers primates qui ressemblent vaguement à un truc hominidé, 6 millions d'années. Donc le blob, c'est bien plus vieux. Donc vous allez me dire, mais où on trouve ces blobs? Moi, je n'ai jamais entendu parler de blobs. En réalité, vous en avez sûrement déjà vu, mais vous avez confondu ça avec un champignon, parce que jusqu'à les années 70, on disait que c'était des champignons.
Donc voici à quoi ça ressemble dans la nature. Donc c'est toujours à l'ombre. Le blob déteste la lumière. Ça peut le tuer. Et donc ça se trouve souvent sur les écorces humides. Pour vous donner une idée d'ordre de taille du blob dans la nature, voici une belle grenouille posée sur un blob. Alors le blob, il peut prendre toutes les couleurs. Vous en avez des rouges, vous en avez des noirs, des blancs, des roses qui ressemblent plus à des vieux à la barre, mais c'est des blobs. La plupart du temps, vous passez à côté, vous ne pensez pas du tout que c'est un être vivant. Si vous faites un petit peu de permaculture, vous allez en trouver beaucoup dans vos jardins. Ils adorent les petits copeaux de bois au pied des pieds de tomates ou des pieds d'aubergines. Si vous faites du compost, vous allez aussi en trouver. Vous allez peut-être penser que c'est des champignons, mais non, ça, c'est un blob. Vous pouvez aussi en trouver en milieu un tout petit peu plus industriel. Ici, voici dans une exploitation laitière, on m'a envoyé une photo, et ici, vous en avez un très grand, là. Ici, vous en avez un ici, vous en avez un ici. Vous voyez, c'est assez varié comme environnement. Donc, revenons à la comparaison pour mieux comprendre ce qu'est le blob. Il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez clairement. Comparons à l'homme. L'homme, dans toute sa splendeur, est composé de 100 000 milliards de cellules. Nos cellules font environ 10 microns. C'est tout petit, on ne voit pas à l'œil nu. Et elles sont extrêmement spécialisées, nos cellules. Elles ont une fonction. Vous avez des neurones qui vous permettent de réfléchir, de regarder cette conférence. Vous avez des spermatozoïdes et des ovules pour vous reproduire. Et vous avez par exemple des cellules du système immunitaire qui, au milieu de vos globules rouges, vont chasser des petites bactéries. Donc ici, vous voyez un macrophage. Donc c'est une cellule de votre système immunitaire en train de chasser. Chaque cellule comprend 23 paires de chromosomes. Et ces chromosomes, ça représente 20 000 gènes. Ok? Donc 100 000 milliards de cellules, 23 chromosomes, 20 000 gènes. Voyons le blob. Le blob, il a une cellule. Il n'a pas 100 000 milliards, hein. Il en a une. Et avec ça, il doit tout faire. Hein. Pareil, reproduction, manger, respirer, etc. Et dans sa cellule, il a 40 paires de chromosomes et 34 000 gènes. 50% de plus que nous. Si on regarde à l'intérieur de sa cellule, on va trouver un noyau qui renferme l'ADN. Mais il y a une particularité. Si on regarde un peu plus près, il n'y a pas un noyau, mais il y en a plein de noyaux. Logiquement, une cellule, ça comprend un noyau, mais chez le blob, ça en comprend plein. Ce qui lui permet d'atteindre des tailles records. Le blob peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Une cellule, normalement, ça fait 10 microns. Là, on est sur le record absolu. Donc ici, vous voyez, c'est un marquage au microscope et vous voyez tous les petits noyaux ici dans la cellule. Alors, si vous ne me croyez pas, j'ai une preuve. Il a été enregistré dans le Guinness des records. Voici le plus grand blob. Il a été offert à un départ à la retraite à un professeur qui travaillait sur Physarum polycéphalum. Alors, personne ne dit ce qu'il a fait avec son énorme blob. Et surtout, combien de temps ça avait pour avoir un aussi gros blob. Et vous voyez, ça fait la première lettre de son nom de famille. Voilà. Ils sont bien amusés. Donc, pour vous donner un ordre de taille, voici une cellule humaine et voici une cellule du blob. Alors, ce qui m'intéresse en tant qu'éthologiste, je suis spécialiste du comportement animal, donc vous allez me dire qu'est-ce que vous faites avec ce truc-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette cellule, elle bouge. Elle n'est pas du tout statique. Alors, c'est un truc que je n'avais pas compris quand je l'ai vu la première fois, quand j'ai vu pour moi des œufs brouillés, c'est que ça bouge tout doucement, je ne l'ai pas vu. Ça fait 1 cm à l'heure. 4 cm à l'heure quand c'est vraiment, vraiment, vraiment très affamé. Alors vous allez me dire, mais comment une cellule de cette taille-là peut se déplacer? Parce que par essence, c'est qu'une cellule, donc elle n'a pas de petites jambes ou de petites choses pour partir en rampant. Si on regarde de plus près cette cellule, on voit qu'à l'intérieur, on a un réseau veineux. Vous voyez toutes ces veines, donc là c'est toute la cellule, et vous voyez ces veines à l'intérieur. Et si on regarde d'un petit peu plus près au microscope, on va voir que ces veines sont animées de contractions. Vous voyez ces contractions? En fait, autour de ces veines ici, on a des fibres d'actine et de myosine, exactement les mêmes protéines qu'on a dans nos muscles qui nous permettent de contracter et d'étirer nos muscles. On va retrouver exactement les mêmes dans le blob et il va contracter ces veines. Et à l'intérieur de ces veines coule du cytoplasme, c'est le liquide qui est à l'intérieur des cellules, c'est un petit peu comme le sang du blob. Donc regardons ça d'un petit peu plus près. Voici ce liquide, vous le voyez circuler, alors concentrez-vous bien sur ce liquide et d'un coup vous voyez, hop, il change de direction. Alors si ça vous arrive à vous, dans votre système sanguin, il y aura des petits problèmes.
Mais chez le blob, c'est super parce que c'est le système qui lui permet d'avancer. Parce qu'en effet, qu'est-ce que fait le blob? Eh bien, il pousse. Il pousse sa membrane. Il pousse le liquide contre sa membrane, contre sa paroi, ce qui fait avancer la cellule. Et après, il reprend un petit peu. Et hop, il repousse. C'est comme s'il avançait de 2 pas, il recule d'un. Il avance de 2 pas, il recule d'un pas. Donc, qu'est-ce que ça fait si on sort du microscope? Ça fait ça. Vous voyez ces petits bras qu'on appelle des pseudopodes avancer petit à petit. Et à l'œil nu, on peut voir les contractions des veines. Et c'est comme ça qu'il va avancer, par ces petites contractions et par ces flux de liquide à l'intérieur de la cellule. Donc si on se recule encore un tout petit peu et qu'on regarde le blob dans son entier, voici ce que vous allez voir. Alors vous n'allez jamais le voir, hein, honnêtement, en forêt. Il faut rester avec une caméra comme ça pendant 24 heures et accélérer le film. Mais le blob est animé de contractions. Et si vous regardez bien ces contractions, non seulement le blob il bouge, mais il grossit en même temps. Ces pulsations sont suivies de croissance. Et vous avez donc comme un petit cœur qui bat. Il est animé comme ça d'une oscillation. Alors le blob, il faut savoir que quand il avance, il grossit. Et le blob, il double de taille tous les jours. Il peut même tripler de taille. Alors qu'est-ce qu'il mange pour subvenir cette croissance? Des bactéries et des champignons. Voici une petite expérience de laboratoire. Vous avez ici 2 champignons de Paris, quelques blobs, et cette expérience va durer 24 heures. On ne va pas rester là 24 heures, je vous rassure. Voici en accéléré ce que ça donne. Donc la première chose qu'il fait, c'est couvrir entièrement le champignon. Et vous allez voir qu'il va se contracter, il va utiliser ses fibres musculaires. Il va faire sortir le liquide. Le liquide que vous voyez, c'est du liquide en fait qui est à l'intérieur du champignon. C'est l'eau du champignon. Et vous allez voir qu'il le mange entièrement. C'est pour ça qu'on l'appelait le blob. Parce que moi, je suis fan de cinéma et ça m'avait vite fait penser au blob du Steve McQueen. Alors, en laboratoire, on n'élève pas des champignons, c'est un petit peu compliqué. Et on s'est aperçu de quelque chose qui est fou. Le blob adore les flocons d'avoine. Mais alors, il adore ça, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir des blobs chez vous. C'est très facile à élever. Vous avez juste à avoir un petit peu de flocons d'avoine. Alors, le problème du blob, c'est que voilà, donc il mange beaucoup et il grossit beaucoup. Donc imaginez, vous avez une cellule qui va doubler de taille tous les jours. Si vous ne venez pas le week-end pour le nourrir, voici ce qui se passe. Vous êtes face à un organisme quand même qui vous demande de venir tous les jours le nourrir, le week-end, les vacances scolaires, le jour de Noël, etc. Parce que sinon vous en avez partout sur le mur, puis c'est très difficile à reprendre après pour remettre dans la boîte, etc. Mais il y a un petit secret. Le blob, on peut le maîtriser. On peut éviter ça. Quand votre blob est vieux, imaginez vous avez gardé un blob au labo pendant 3-4 mois. Et bien le blob, il vieillit aussi, comme tout organisme vivant. Alors comment ça se manifeste? Il commence à moins manger, aller moins vite, attraper des petits champignons sur le dessus, comme ça. Alors là, ce que vous faites, vous le séchez. Bon, vous ne le faites pas avec un sèche-cheveux quand même, pas littéralement, mais vous le séchez. Ensuite, vous obtenez ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un stade de dormance chez le blob qui s'appelle une sclérote. Et ensuite, cette sclérote, vous pouvez la mettre dans votre poche, comme ça, ou dans votre table de nuit, et vous pouvez la garder 1 an ou 2 ans. Pas de problème. Vous voulez réveiller votre blob? Pas de problème. Un petit peu d'eau, et vous avez un blob qui se réveille jeune. Donc c'est comme si vous preniez une personne âgée, vous la faites sécher, vous la douchez, et vous avez un bébé. Et donc, si on continue comme ça, nos blobs au labo, ils ont 70 ans. Et en réalité, en laboratoire, et pas dans la nature, parce qu'il y a plein d'ennemis pour le blob, mais en laboratoire, il est quasi immortel. Et donc, voici un réveil en live. Donc, vous allez voir, on a mis une goutte d'eau, là, et je vais lancer la vidéo, et vous allez voir à quelle rapidité, parce que ça, c'est assez rapide, par contre, le réveil. D'abord, il se gorge d'eau, vous voyez, ça se décolle un petit peu, puis il est animé très, très vite d'oscillation. Et il part très vite faire sa vie. Hein. Et donc là, il part à la recherche de nourriture. Hein. Donc c'est quand même assez pratique hein, pour faire des expériences. On peut quand même partir en vacances.
Alors, le cycle de vie du blob, parce que nous, au laboratoire, on travaille ce qu'on appelle le plasmode, c'est cette cellule géante. Alors, pour vous donner une comparaison, une métaphore, c'est l'adolescent. Hein. Ça mange beaucoup, ça bouge beaucoup. Quoique les adolescents, ça bouge pas trop beaucoup. Après, il y a la phase de reproduction. Alors, quand le blob, il trouve plus à manger, il arrête de grandir, il rentre en reproduction et il va faire des petites spores, des petites boules noires comme ça. Et si vous regardez ces petites boules noires, elles vont être disséminées par le vent et les animaux. Elles vont s'ouvrir quand elles vont se retrouver dans un milieu humide et vous allez avoir une petite cellule flagellée qui va sortir. Et là, elle va partir à la recherche du sexe opposé. Et là, il va y avoir une fusion pour la formation d'un œuf. Jusqu'à présent, c'est comme nous. Hein. Vous avez deux gamètes qui se rencontrent, qui forment un œuf. Et c'est là où c'est pas comme nous. Normalement, nous, notre œuf, et bien après, il fait 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16, etc. Mais là, le blob, non. C'est son noyau qui se divise tout seul, mais il reste dans la même cellule. Donc, on a une espèce de grande cellule pleine de noyaux. Donc, voici ce que ça donne en film. Donc, voici notre adolescent. Et au bout d'un moment, on ne lui donne plus à manger. Et donc, vous allez voir que tout le blob, alors c'est ça qui est extraordinaire, hein, tout le blob devient spore. C'est comme vous, si à l'époque de la reproduction, les garçons ne devenaient que des spermatozoïdes. Et les filles, que des ovules. Donc il n'y a pas vraiment de mort hein, du corps. Tout se transforme en cellules sexuées. Et donc vous avez cette formation de spores. Alors chez les animaux, et chez l'homme, hein, on a 2 sexes. C'est le mâle et la femelle. Ben, chez le blob, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on a 720 types sexuels. Donc, en fait, ce n'est pas une reproduction sexuelle à 2 sexes. Donc, quand vous partez en boîte de nuit, vous avez 50% de chances de tomber sur le sexe opposé. Le blob, lui, il a 719 chances sur 720. Et donc, il a 99,9% de quand même pas tomber. Il faudrait qu'il n'ait pas de bol pour tomber sur une cellule du même sexe que lui.